je donne la parole à François Coq, ancien orateur national de la France Insoumise et auteur d'Alerte à la souveraineté européenne. Merci François. Merci. Bonjour à tous et bravo pour ce 20e anniversaire. Ceux qui ont les têtes un peu grisonnantes et blanches comme moi savent que c'est le moment où la force de conviction est la plus puissante et elle ouvre l'univers des possibles. Donc je crois qu'on a du pain sur la planche. On a du pain sur la planche parce que finalement vous avez 20 ans, mais vous êtes né à ce moment où on sentait venir cette double rupture sur la souveraineté populaire et nationale, à la fois dans le cadre national et à la fois au niveau de l'Union européenne. Et tout ça, ça a des conséquences extrêmement concrètes aujourd'hui, qu'on avait vu venir à l'époque et qui se matérialisent de plus en plus et qui nous conduisent à la situation de blocage politique dans laquelle nous sommes. Souvenons-nous quand même, 2004, 2005, le moment du TCE, c'est le moment où l'alternance gauche-droite, en France, mais aussi au sein de l'Union européenne, vous savez, quand depuis 40 ans, les partis sociaux-démocrates remplaçaient les partis démocrates chrétiens, et à nouveau les partis sociaux-démocrates d'élection en élection. Tout ça commence à partir et à être battu en brèche à partir de 2005 et après la trahison qui a été évoquée tout à l'heure du traité de Lisbonne et suivant. Mais vous connaissez le système, il a toujours des recours. Le recours du système, ça a été à ce moment-là de dire, puisque le gauche-droite, ça ne marche plus, on va se regrouper dans des grandes coalitions sur le modèle de la GroKo allemande. Je dis ça parce que ce n'est pas un détail. En 2014, ayez en tête que la moitié des pays de l'Union européenne sont dirigés par des gouvernements de type grande coalition. Donc il y a un effet de système pour essayer de se maintenir en place malgré le désaveu populaire et malgré la souveraineté populaire. Mais même ces gros cons n'y ont pas suffi. Elles ont tenu quoi? Elles ont tenu 2 ans, 3 ans. 2018, c'est le moment où dans 16 des 28 pays de l'Union européenne, il y a des gouvernements qui sont, avec la coalition sur laquelle ils s'appuient, minoritaires au sein de leur propre Parlement national. Autrement dit, on est rentré en 2018 de plein pied dans l'ère de la démocratie minoritaire. Alors nous, on y est rentré de manière un peu décalée en France, avec Macron, qui a été un artifice du système en 2017. Mais ça y est, on y est arrivé, on y est depuis 2022, et puis certains, tous ceux qui ne voulaient pas voir la réalité en face, s'en sont aperçus depuis désormais le mois de juin. Donc là, on a un blocage électoral qui crée un blocage politique, mais j'assume le fait de dire que c'est un blocage électoral et politique organisé en conscience par les citoyens qui refusent de donner la majorité aux uns ou aux autres. Ce qui veut dire derrière que nous avons un problème d'offre électorale. Nous avons un problème d'offre électorale parce que tous ceux qui aujourd'hui se sont prêtés, se sont livrés à ce petit jeu de la démocratie minoritaire qu'on voit venir depuis des années, pensent qu'il existe un raccourci vers le pouvoir, qu'il suffit de s'atteler à la stratégie du socle, d'avoir un socle électoral suffisamment puissant pour l'emporter quand bien même on ne regrouperait que 25, 26, 27, 28% de la population et du corps électoral de notre pays. Tout ça est une chimère. Nous savons que ce qu'il faut construire, c'est l'unité du peuple. Et comment construit-on l'unité du peuple? Avec le préalable de l'unité de la classe ouvrière et de l'unité des classes populaires. Et l'unité de la classe ouvrière et l'unité des classes populaires, excusez-moi de le dire, ce n'est pas l'unité de la gauche. Non, ce n'est pas l'unité de la gauche et des grands partis de gauche, parce que ça conduit les gens à voter derrière en abandonnant leurs convictions et à abandonner également le programme que l'on devrait porter pour l'intérêt des travailleurs et pour l'intérêt général. Il ne faut pas s'abandonner à cette gauche-là, parce que cette gauche-là ira toujours derrière procéder au vote utile comme elle l'a fait en 2022 ou au vote sacrificiel comme elle a été conduite à le faire en 2024, y compris pour voter contre son propre camp. On a donc là besoin d'un parti comme le PRCF, qui continue à être un point de repère, qui continue à irriguer le débat politique pour ne pas tomber dans ces pièges qui, finalement, nous font abandonner le sens même du combat. Et le deuxième aspect, qui est consubstantiel à cette question de la souveraineté populaire et à cette question de la démocratie minoritaire qui nous gangrène, c'est bien sûr l'Union européenne. Parce que ce que je viens de vous décrire là pour la France, ce que je viens de vous décrire là pour l'ensemble des pays de l'Union européenne, se propage jusqu'au sein des instances de l'Union européenne elle-même. Vous savez tous que l'Union européenne est dirigée par cette espèce de grande coalition avec la gauche, socialisme et démocratie, le parti de la droite européenne et le groupe Renew de M. Macron et consorts. Mais tout cela, en 2019,
faisaient à peine 60% des députés à Strasbourg. Ils ne font plus que 55% après le mois de juin et les élections qui viennent d'intervenir. Alors bien sûr, ils sont encore majoritaires à eux tous, mais on voit la pente qui est prise. Et on voit bien en quoi ils sont aujourd'hui affaiblis. Et en quoi, depuis que la souveraineté nationale se réapplique par-delà l'Union européenne, quand les pays osent l'assumer. Certains l'ont fait, la France se refuse à la faire, elle est plus royaliste que le roi en la matière. Mais quand certains le font, eh bien, l'Union européenne ne peut pas broncher. Et l'Union européenne est même obligée de courir à la roue derrière ensuite ceux qui revendiquent leur souveraineté populaire et nationale. Et quoi qu'on pense sur le fond, regardez ce qui se passe en Allemagne, quand les Allemands décident de reprendre le contrôle de leurs frontières. Moi, je suis contre la libre circulation de tout. Moi, je suis contre la libre circulation des personnes, des capitaux, des marchandises. Je pense que ce n'est pas ça c'est pas ça l'idéal humain dans lequel on doit aller. Mais quoi qu'on pense sur le fond, quand l'Allemagne prend cette décision, alors 10 jours après, Mme von der Leyen balance une dépêche pour dire que l'Union européenne va remettre sur la table la question aujourd'hui des contrôles aux frontières de l'Union européenne. Donc on voit bien que si la souveraineté nationale, à un moment donné, se réapplique, eh bien l'Union européenne, finalement, n'est pas ce cadre si rigide que l'on veut bien nous présenter. L'Union européenne a cette capacité demain à imploser d'elle-même dès lors que nous ne nous lierons plus nous-mêmes par les chaînes de l'esclavage vis-à-vis de Bruxelles. Voilà, je crois, des sujets sur lesquels vous avez beaucoup de boulot et sur lesquels vous agissez beaucoup. On a plus que jamais besoin de vous. Alors, bonne continuation à tous. Merci François. La dernière prise de parole. Merci. La dernière prise de parole. Avant la conclusion de cette table ronde qui sera donnée par Fadi Kassem, notre secrétaire national. Et j'inviterai à l'issue de cette prise de parole l'ensemble des intervenants qui ont contribué à cette table ronde à nous rejoindre à la tribune pour une prise de photo et pour quelques instants lors de la pause qui suivra, fraternelle aussi, plus directe, d'échange plus direct, à nous rejoindre. Donc cette dernière prise de parole, c'est celle de Béranger Cernon, alors que j'excuse, je vous l'ai dit, il était en travaux parlementaires à la Commission des Finances et on savait que ça risquait d'être compliqué pour lui de pouvoir nous rejoindre. Donc Béranger Cernon, qui est syndicaliste CGT Cheminot et député NFP de l'Essonne. LFI. Béranger nous écrit ce message, parce qu'il avait prévu de pouvoir intervenir bien que retenu. C'est avec regret que je ne puis être présent lors de votre anniversaire, étant retenu pour travailler et débattre du plan de finance et du plan de finances de la sécurité sociale. Mais je tenais tout de même à pouvoir vous transmettre ces quelques mots. Vous m'avez connu en tant que cheminot, responsable syndical, et me voilà dorénavant député La France Insoumise, Nouveau Front Populaire. J'ai réussi sur ma circonscription ce que beaucoup jugeaient impossible, battre le représentant de l'extrême droite qui était en place depuis 27 ans, à savoir Nicolas Dupont-Aignan, mais aussi le président du département, représentant de la Macronie et de la droite, qui depuis le résultat des élections a tout de même été nommé ministre délégué au transport. Sacrée 5e République. Un cheminot battant aux élections le nouveau ministre délégué au transport, avouez que tout cela est assez kafkaïen. Voilà l'exemple parfait de ce qui ne va pas dans notre pays et de la raison pour laquelle bon nombre de personnes ne croient plus dans nos politiques et dans nos institutions. Mais dites-vous bien que si tous les dégoûtés partent, alors il ne reste plus que les dégoûtants. Aller dans les institutions peut paraître contre-constructif quand, dans le même temps, on appelle à renverser la table et à remettre la main sur nos outils de production afin de reprendre ce qu'ils nous ont volé. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Il nous faut montrer aux gens que c'est possible de changer les choses, que c'est possible de faire autrement et que c'est possible d'arrêter le moins-disant social, car le mal de notre société d'aujourd'hui est pour beaucoup la résignation et le sentiment que rien ne peut jamais changer. C'est une fierté de pouvoir représenter la classe des travailleurs dans un hémicycle avec une composition si particulière et surtout dans une institution respirant autant la royauté et la technocratie à plein nez. Qu'on le veuille ou non, si nous voulons changer les choses, il faut être partout, que ce soit dans les usines comme dans les champs, comme dans les institutions. Nous devons nous adresser au plus grand nombre tout en gardant une ligne claire, sans compromission, sans soumission. Le « en même temps » n'existe pas. Quant à ceux qui se disent de gauche mais qui n'ont absolument aucune idée de gauche, il faut le dire aussi, ils sont de droite.
Le temps et les conditions de travail dans l'hémicycle n'est clairement pas le même que celui en entreprise, mais je vous rassure, je n'oublie pas d'où je viens et serai toujours du bon côté de la barricade. La lutte des travailleurs, la lutte contre la mainmise du capital sur la richesse créée par les salariés, la lutte pour le mieux vivre ensemble sont des combats de chaque instant. Le ruissellement que nous avait promis Emmanuel Macron ne se produit pas, mais il n'y avait bien que les macronistes pour croire que cela allait se produire. Il est urgent que les travailleurs reprennent ce que le capital leur a volé. Il est inadmissible de ne plus pouvoir se loger, se chauffer, se nourrir. La période que nous traversons est trouble, voire même peut faire peur, avec un rassemblement national qui se banalise et qui avance masqué pour mieux faire infuser ses idées racistes et réactionnaires. Et ce, jusque dans le monde ouvrier. Plus que jamais, les travailleurs doivent se rassembler, faire preuve de solidarité et se serrer le coude malgré les différences qui parfois nous éloignent. L'intérêt commun, l'intérêt général doit primer sur tout le reste, tout comme l'intérêt du pays doit primer sur les choix bruxelliens qui sont systématiquement faits pour satisfaire les plus grands industriels, qui détruisent nos services publics, appuyés, il faut bien le dire, par les gouvernements bien contents finalement de s'appuyer sur ces décisions. Le prix de l'électricité en est l'exemple le plus frappant. Le prix du kilowattheure n'a pas bougé depuis 30 ans. Et pourtant, nos factures ont explosé, mettant des centaines de milliers de foyers dans une précarité énergétique inadmissible, alors que dans le même temps, EDF battait des records de bénéfices. Bénéfices de plus 21% à 7 milliards pour le seul premier semestre 2024. Mais pour changer les choses, il va falloir faire preuve de maturité. Si nous ne montrons pas la capacité de nous rassembler, alors nous aurons perdu. Le communisme a toute sa place dans notre société. La lutte des classes n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui, avec des riches qui n'en ont jamais assez, et tous les autres qui voient leurs revenus, leurs conditions de travail, leur reconnaissance, leur retraite se dégrader très fortement. La lutte des classes n'est pas périmée, et encore moins ringarde. Je remercie Fadi pour sa disponibilité et pour les échanges que l'on a régulièrement sur tous les sujets. Le PRCF s'est toujours montré aux côtés des travailleurs, et je ne doute pas que cela sera le cas encore demain. Vive les travailleurs, vive le communisme révolutionnaire. Rassurez-vous, ce ne sera pas très long. Merci, oui, non, ce ne sera pas très long déjà parce que l'ensemble des interventions qui ont eu lieu, dans le fond, je ne pourrais en faire qu'une synthèse d'un certain point de vue. D'abord, je remercie bien sûr tous les invités d'avoir répondu présent à notre invitation. Je remercie également celles et ceux qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui, qui nous ont envoyé un message, dont le dernier qui vient d'être lu là par Clément, celui de Béranger Cernon. Je pense qu'il est important de voir à travers ce moment la capacité que nous pouvons avoir, que nous soyons syndicalistes, dans des formations politiques progressistes, franchement communistes, gilets jaunes naturellement, à nous retrouver, à nous rassembler sur l'essentiel. Bien sûr, il se peut qu'il y ait des divergences d'appréciation sur certains aspects, sur la nature aussi de la fascisation, ce genre de choses, bien sûr. Mais dans le fond, toutes les interventions ont démontré que nous nous retrouvons sur les grands combats auxquels participe effectivement le PRCF et qui sont à l'heure actuelle dans 4 domaines fondamentaux. Le premier, c'est bien sûr celui de la paix. Cela a été rappelé à travers la question palestinienne. Cela a été rappelé aussi à travers l'intervention de Clément concernant, dans le fond, l'exterminisme, parce qu'il ne faut pas oublier que la paix, c'est aussi pas seulement la paix pour le genre humain, c'est la paix pour toute trace de vivant sur Terre, car c'est ça qui est littéralement en danger à l'heure actuelle. Et donc le combat que nous menons pour la paix, c'est ce combat qui vise à détruire toutes les forces qui amènent à la guerre, tout cet axe belliciste, et en particulier l'axe UE-OTAN, qui est le principal fauteur de guerre dans le monde et de destruction de toute trace du vivant sur Terre. C'est un premier combat important auquel le PRCF participe. Il y a eu aussi les interventions, vous l'avez entendu tout à l'heure, des camarades gilets jaunes du coin, puisque ceux-ci sont aussi engagés dans ce combat, aussi bien dans le Val-de-Marne qu'à Strasbourg ou ailleurs. Et oui, répondre à un grand front uni pour la paix, le PRCF y appelle depuis très longtemps et continuera à le faire. Voici l'une des grandes catastrophes qui résultent de la chute de l'Union soviétique. À nous de reconstruire ce grand front uni pour la paix. C'est lié
c'est lié, puisque le deuxième grand combat, et là encore les interventions différentes des camarades syndicalistes, bien sûr de Gilliatt et de Baptiste pour la JRCF et pour les luttes. Je salue au passage, parce que malheureusement il a eu un retard de train, mais il a fini par arriver, Thomas, qui lui aussi joue et continue de jouer un rôle dans les luttes au sein du PRCF. Je vous demande de l'applaudir, de le remercier. C'est bien sûr le progrès social, le combat pour le progrès social. Et bien entendu, vous doutez bien que nous, c'est pour aller beaucoup plus loin. C'est pour aller vers le socialisme, communisme de nouvelle génération. Mais à travers les expositions que vous avez, vous pouvez voir l'ensemble des combats que nous avons menés. Et prenons un seul exemple, celui du retrait de la contre-réforme. Contre-réforme. Il n'y a pas de réforme, il n'y a que des contre-réformes qui sont faites pour tout détruire, pour détruire les services publics, pour détruire l'ensemble des conquêtes sociales, pour détruire tout ce qui permet en fait aux travailleurs de vivre. Eh bien cette affiche, elle ne date pas de 2023. Elle date en réalité de 2019. Parce que n'oublions pas que déjà en 2019, il y a eu cette première tentative de destruction qu'a réalisé Macron finalement en 2023. Donc, quelque part, il nous a suffi de la ressortir, parce qu'on savait qu'elle serait toujours d'actualité. Et nous nous apprêtons à la ressortir, parce que de toute façon, l'objectif, c'est d'aller à 65, à 70 ans, et même à plus de retraite du tout. Eh bien, à travers toutes les luttes qui sont menées, non seulement par les camarades syndicalistes, comme Cédric ici présent, comme les camarades qui ne peuvent pas être présents, mais qui ont envoyé un message, comme Jacques Messac, etc., eh bien, ainsi qu'à travers l'action de tous les militants du PRCF, qui sont aussi des travailleurs, eh bien, nous devons plus que jamais mener effectivement ce combat de classe pour le progrès social, et qui va inévitablement de pair avec une chose, on redira à la fin, la rupture avec l'UE-OTAN. Troisième combat, et ça a été dit dans l'intervention de Béranger et rappelé aussi par Cédric, c'est bien sûr la question de la démocratie. D'ailleurs, la démocratie, par définition, elle ne peut pas aller avec une prétendue souveraineté européenne. Jacques et Michel en ont d'ailleurs très très bien parlé là aussi. La réalité, c'est que nous sommes totalement dessaisis de tous les outils démocratiques. Et à partir de là, l'un de nos objectifs aussi au PRCF, dans le combat que nous menons, c'est de pouvoir reconstruire une véritable démocratie populaire. Alors je vais utiliser un gros mot, démocratie pour les pauvres, ce que Lénine appelait la dictature du prolétariat, qui permet de mettre en place cette démocratie pour les pauvres. Excusez ce gros mot qui est parfaitement compris en réalité par les travailleurs, par les jeunes aussi, parce que les jeunes sont parfaitement capables de comprendre ceci. Eh bien, il est plus que jamais urgent de le faire parce qu'en face de cela, nous avons la dictature du capital. Et cette dictature du capital, elle prend un tournant très clair à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, en réalité, depuis notamment la chute de l'Union soviétique, mais pas seulement, celui de la fascisation. Et cette fascisation qui monte, qui n'est pas que l'affaire du RN, de Zemmour, de Dupont-Aignan ou que sait-on encore, elle est aussi l'œuvre de la sociale fascisation ou du libéral fascisation. C'est-à-dire le PSE, LV, Macron, tout. Et évidemment, tu l'as rappelé, les positions de Fabien Roussel qui préfère poser avec le MEDEF, qui lui se permet de lever le poing comme Geoffroy Roux de Bézieux, plutôt que d'être aux côtés des travailleurs. Eh bien, c'est aussi ça le combat pour la démocratie, c'est-à-dire le combat contre la fascisation et pour une véritable démocratie populaire. Enfin, le dernier point, pour finir, la quatrième priorité, finalement, elle fait le lien avec tout le reste, c'est que tout ça est impossible en étant dans le cadre de l'UE-OTAN. C'est la reconquête de la souveraineté populaire et de l'indépendance nationale. C'est d'autant plus indispensable que vous voyez bien que la soumission se fait à tout niveau, budgétaire, monétaire. J'en profite pour le signaler d'ailleurs, puisque Jacques, ici présent, a notamment publié comme ouvrage à ce sujet, que je vous invite à lire, « Sortons de l'euro, restaurer la souveraineté monétaire du peuple ». C'est d'ailleurs l'un des moyens pour affronter, c'est le nom de son autre ouvrage, le FN à travers cet ouvrage donc, qui s'intitule « La confrontation argumentaire anti-FN ». C'est véritablement indispensable parce que sans la souveraineté populaire, sans l'indépendance nationale, nous sommes condamnés à être tout simplement des forces, les valets, les laquais des desiderata de Bruxelles, de Berlin, de Washington, de Francfort et de tous leurs laquais qui sont en train de semer le chaos dans le monde entier. La souveraineté populaire et l'indépendance nationale, plus que jamais, vont de pair avec le combat pour la paix, le combat pour le progrès social et le combat pour la démocratie. C'est ce combat qui est mené par le PRCF depuis 20 ans
maintenant, et qui finalement prend la forme de 3 priorités urgentes. Premièrement, et ça a été déjà dit, la reconstruction d'un syndicalisme de classe et de masse, auquel les militants du PRCF, en tant que travailleurs syndiqués, contribueront. Deuxièmement, c'est aussi la reconstruction indispensable, nous en reparlerons encore plus demain, d'un grand mouvement communiste international qui manque terriblement pour affronter les forces du capitalisme impérialisme à l'échelle mondiale. Et puis bien sûr, plus que jamais, reconstruire un vrai parti communiste, c'est-à-dire un parti qui n'abandonnera pas, comme cela a été fait par le passé, la dictature du prolétariat, le centralisme démocratique, le marxisme-léninisme comme référence idéologique, tout autant de choses que le PRCF s'évertue et s'évertuera encore à mettre en avant pour véritablement être une avant-garde aux côtés des camarades syndicalistes, aux côtés des camarades d'autres associations progressistes, aux côtés des camarades Gilets jaunes, pour marcher vers ce que Lénine appelait déjà à son époque le front uni de combat contre les forces du capitalisme. Plus que jamais, camarades, la patrie ou la mort, le socialisme ou mourir, nous vaincrons.